Bonsoir à tous. Je suis très touchée d'être accueillie encore une fois chez vous à Rennes et je remercie vivement le travail et l'engagement de votre association dans l'organisation de cette conférence. D'autant qu'il n'est pas si simple d'organiser un débat autour du sujet de la maltraitance, surtout quand la cible de la maltraitance est les claques et les fessées. Car ces pratiques ne sont absolument pas considérées comme de la maltraitance et en plus, elles sont pratiquées par quasiment la totalité des parents. Le débat sur la fessée est souvent assimilé à un courant de pensée, mais en définitive, vous allez vous rendre compte tout au long de cette conférence qu'il ne s'agit pas du tout d'un courant de pensée, mais d'un véritable fléau qui, justement, endommage notre capacité de penser. J'encourage donc votre équipe et votre association, le collectif Être Parent aujourd'hui, à garder cette volonté de combattre ce fléau en proposant des manifestations de ce type qui permettront, je n'en doute pas, d'éveiller nos consciences. Alors, Bénédicte, vous parlez ici des travaux d'Alice Miller. Je suis ici en tant que représentante de son travail. Et pour cela, je vais vous dire un peu qui était Alice Miller, parce que était dans le sens où Alice Miller est décédée il y a 2 ans et demi maintenant. Elle nous a quittés à l'âge de 87 ans et jusqu'au bout, elle a travaillé sur ses recherches. Elle a longtemps exercé la psychanalyse avant de se consacrer à ses recherches sur l'enfance. Elle est l'auteure de nombreux livres, je crois que vous allez en trouver quelques-uns à la sortie après la conférence, des livres tous sur les causes et les conséquences des mauvais traitements infligés aux enfants. Durant ces dernières années, Alice Miller a développé un concept de thérapie qui propose aux gens en souffrance de se confronter avec leur passé pour rencontrer l'angoisse de l'enfant battu, pour rencontrer l'angoisse de l'enfant négligé ou humilié que nous avons été, ressentir cette souffrance pour s'en libérer. Il s'agit de notre peur enfantine du parent tout-puissant qui pousse l'adulte que nous sommes devenus aujourd'hui à maltraiter nos propres enfants. Ouvrir la porte à la conscience de ce que sont les mauvais traitements. Prendre connaissance de la perception de la réalité de l'enfant. Se libérer de nos peurs enfantines qui nous poussent à la répétition avec nos propres enfants sont des options positives et optimistes pour désamorcer nos pulsions de violence. Alors, de là, je vais me présenter moi-même. Brigitte Auriol, j'ai décidé de poursuivre l'enseignement d'Alice Miller par le biais de conférences comme ce soir, pour que continue à briller l'espoir qu'un jour, son message sera entendu, à savoir que la maltraitance des enfants a des conséquences dramatiques sur le bon développement de leur croissance et surtout sur l'adulte en devenir. Socrate disait, il y a donc 470 ans avant Jésus-Christ, « Nos enfants aiment le luxe, ils ont de mauvaises manières, ils se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, nos enfants sont des tyrans. » Aujourd'hui, 25 siècles plus tard, nous tenons exactement le même discours. C'est depuis ces 2 derniers siècles que nous admettons moins certaines violences, comme par exemple, en Europe aujourd'hui, on n'accepte plus les coups de bâton. Ils sont considérés comme de la maltraitance.
Les coups de ceinture également sont considérés comme de la maltraitance aujourd'hui, malgré que quelques familles les utilisent encore. La diminution de la violence s'explique par le fait que notre seuil de tolérance à la violence à l'égard des enfants a baissé. C'est pourquoi on constate qu'il y a beaucoup moins de violence aujourd'hui qu'au XIXe siècle, par exemple. La France n'a pas un niveau de connaissance et de culture très élevé concernant le sujet de la maltraitance. Jusqu'aux années 1980, on était convaincus qu'il n'y avait pas d'enfants maltraités en France. On n'en parlait pas. C'était comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes en France. Il a fallu la Fondation pour l'enfance qui a été créée en 1977 pour réveiller la France à ce sujet. Et c'est en 1982 que l'on a commencé à médiatiser le problème de la maltraitance, avec, peut-être vous vous en souviendrez, l'affaire du petit David que l'on surnommait l'enfant du placard. C'est un petit garçon qui est resté enchaîné au pied du lavabo durant les 6 premières années, pendant 6 ans, pardon, et à la suite d'un déménagement, il a été enfermé dans un placard encore pendant 2 ans, ce qui fait qu'il est resté au total enfermé pendant 8 ans. Pendant tout ce temps, bien sûr, il était humilié, il crevait de faim, voilà. Peut-être ce souvenir-là est resté quand même dans nos mémoires, le souvenir de l'histoire du petit David. Mais c'est seulement encore en 1985-86 que l'on a réalisé qu'il n'existait pas que des violences physiques, mais aussi des violences sexuelles. Il faudra encore attendre les années 90 pour que l'on réalise qu'il y avait des violences non seulement dans les familles, mais aussi dans les institutions. Il est quand même stupéfiant que pratiquement jusqu'à Alice Miller, personne n'ait vu les effets des mauvais traitements sur le développement de l'individu. C'est Alice Miller qui a révolutionné notre vision de l'éducation. Il y a bientôt 30 ans, quand elle a écrit son premier livre, Le drame de l'enfant doué. Elle a démontré que la nature humaine est profondément bonne à la base, que l'enfant ne naît pas mauvais, mais que c'est l'entourage qui fait de lui un être mauvais. Les mauvais traitements et les humiliations contribuent à transformer des enfants parfaitement normaux au départ en individus violents et perturbés. Vous allez m'entendre souvent parler du mot maltraitance. Quand je parle de maltraitance, j'englobe beaucoup d'attitudes. Vous allez le comprendre avec la pédagogie noire que je vais développer tout à l'heure, un terme utilisé par Alice Miller. La maltraitance est à large spectre. Dès lors que je touche l'intégrité d'un enfant, je deviens maltraitant avec lui. Donc la maltraitance, c'est au-delà des coups de poing qu'on peut recevoir dans le visage ou de la maltraitance visible, celle qui est prise en compte par la justice. Moi, je vais parler principalement ici de la maltraitance non visible, celle qui ne laisse pas de traces sur le corps. Je vais quand même parler de maltraitance, mais de celle-ci. Les mauvais traitements et les humiliations, je vous disais, contribuent à transformer les enfants en individus perturbés. Alice Miller a montré aussi les traumatismes causés par la méthode la plus répandue et généralisée dans le monde, c'est-à-dire les claques, les fessées, les humiliations, la négligence, tous ces modes que l'on utilise pour éduquer les enfants. Les brusqueries également, qui sont toujours considérées comme des formes de maltraitance par les parents, mais qui ne sont pas considérées comme des formes de maltraitance par les parents, mais comme plutôt des formes d'éducation.
les parents ne voient pas la maltraitance en humiliant un enfant ou en lui donnant des fessées ou des claques sur les mains. Ils voient dans ces gestes-là plus une attitude d'éduquer. Alice Miller met du coup en évidence la notion de la pédagogie noire. La pédagogie noire, c'est une attitude qui prétend enseigner les bonnes manières à l'enfant, comme la morale, être sage, être poli. Et ces bonnes manières-là, en recourant à des moyens tels que des châtiments corporels, le mensonge, la tromperie, l'humiliation, la manipulation, etc., etc. En fait, la pédagogie noire n'est rien d'autre que l'abus de pouvoir de l'adulte sur l'enfant, abus que l'on appelle éducation. Cette pédagogie noire reflète les méthodes selon lesquelles nos parents, nos grands-parents et les générations encore d'avant ont été éduqués. Alice Miller montre comment fatalement les enfants battus battront à leur tour, les enfants humiliés humilieront, les enfants méprisés mépriseront. Le sujet de la fessée est considéré aussi comme une opinion qui serait abordée par une minorité d'individus marginaux ou un peu fantaisistes qui voudraient fabriquer des enfants rois. Mais heureusement qu'aujourd'hui, les neurosciences prouvent par l'imagerie cérébrale ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant quand il subit des fessées ou même ne serait-ce que des menaces qui lui font peur ou toute autre forme de mauvais traitement. Si les parents n'ont pas facilement accès aux informations sur les conséquences des mauvais traitements sur les enfants, c'est entre autres parce que la France ne veut pas la loi contre la fessée. La France ne veut pas entendre parler de cette loi, contrairement aux autres pays d'Europe, puisque 22 pays européens sur 27 ont déjà légiféré à ce niveau. C'est très dommage que la France ne veuille pas de cette loi, parce que cette loi nous permettrait de faire des campagnes d'information dans les maternités, par exemple, au même titre que les cours d'accouchement ou les cours d'allaitement, où elle nous permettrait aussi de faire des publications dans les carnets de santé. Alors, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il est très, très difficile d'aborder le sujet de la maltraitance sans soulever des réactions parfois très fortes à ce sujet. En général, vous allez être confronté à des gens qui nient la réalité de la violence. « Oh, ce n'est pas une fessée de temps en temps qui va traumatiser mon enfant. » Vous allez être confronté à des gens qui justifient les coups qu'ils ont donnés. Oui, mais vous auriez mon enfant, vous comme mon fils comme enfant, je vous garantis que vous feriez pas mieux que moi. Vous aussi, vous lui donneriez des fessées. Ou encore, on justifie les coups qu'on a reçus. Oui, mais vous savez, moi, j'en ai reçu des claques. Aucune claque ne m'a traumatisée. Je suis encore là aujourd'hui. De toute façon, je les ai toutes méritées. C'est pourquoi aborder le thème de la maltraitance n'est pas si facile. Ben, tout simplement parce que nous allons nous rendre compte que la grande majorité d'entre nous l'utilisent, y compris nous-mêmes, et que la grande majorité de nos parents l'ont utilisé aussi avec nous. Alors bien sûr, ce n'est pas très glorieux de se découvrir maltraitant. C'est pourquoi nous réagissons très fort à ce sujet. Parce que cela nous renvoie à une situation du passé, quand nous étions des enfants pris en défaut par nos parents. Rappelez-vous, quand on était pris en faute, on pouvait payer le prix très cher. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on nous découvre maltraitants, on est pris de la même façon en faute. Alors, il est difficile d'intervenir sur ce sujet, aussi délicatement d'ailleurs que nous voulons l'aborder, parce qu'on est en présence à ce moment-là d'un ex-enfant que maman gronde parce qu'il a fait une bêtise quelque part. Et là, on n'est plus en face d'un adulte qui pourrait recevoir des informations sur les conséquences des mauvais traitements et peut-être mettre ces informations à son service, mais on se retrouve devant une personne contrariée, vexée, qui ne pourra probablement rien retenir de notre intervention,
aussi délicate soit-elle. Nier la réalité de la maltraitance est un mécanisme que nous pouvons mettre en place très tôt dans notre vie. À partir du moment où on se sent en danger ou menacé, on peut mettre ce mécanisme-là en place. Par exemple, quand on nous a laissé pleurer dans le berceau pour qu'on ne devienne pas trop exigeant, ce mécanisme peut se mettre en place à ce moment-là. Ou quand on nous crie dessus parce qu'on a été maladroit ou parce qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ou encore quand on sent nos parents de mauvaise humeur, ou quand on vit dans une ambiance tendue à la maison. Ce mécanisme-là peut se mettre en place. Alors on pourrait se poser la question, mais comment fait-on pour occulter les mauvais traitements que l'on subit et comment on fait pour se couper de notre état de peur quand nous sommes agressés? Eh bien, en fait, ce mécanisme qui se met en place, qui nous permet de nous couper de notre état de peur et qui nous permet d'occulter les mauvais souvenirs, il est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire de se couper de soi quand on vit une agression. C'est même une stratégie de survie. Parce que si les enfants se sentaient menacés ou en danger avec les parents, ils seraient pétrifiés et ils se laisseraient même probablement mourir. C'est pourquoi il est obligé de se couper de lui-même. En plus, le parent n'est pas tout le temps méchant ou brutal. Il a aussi des moments où le père, par exemple, va amener son petit garçon à la pêche, ou maman, dans son contentement, va vouloir faire un gâteau avec sa petite fille dans la maison, dans la cuisine, ou encore ils vont partager des éclats de rire ensemble. Mais si par la suite, le père ou la mère s'énerve ou s'acharne à nouveau sur l'enfant, eh bien là, il peut échapper à la peur en faisant appel aux bons souvenirs comme la partie de pêche faite avec papa, le gâteau dans la cuisine ou le dernier éclat de rire que j'ai partagé avec eux. Alors autant ce déni nous a sauvé la vie quand nous étions des enfants, autant aujourd'hui que nous sommes devenus des adultes, eh bien persister dans ce déni nous empêche de vivre comme on voudrait. Ce déni est l'auteur de nombre de symptômes et même de plusieurs comportements parfois aberrants que nous avons. Si nous sommes capables de voir que les mauvais traitements que l'on a reçus ou les carences affectives que l'on a vécues ont mutilé notre vie, non seulement nous essaierons d'éviter ce sort à nos enfants, mais en plus, nous chercherons des informations pour ne plus rester piégés dans l'ignorance et pour ne plus rester dans ce déni. L'enfant est totalement dépendant de ses parents, et ça pendant de nombreuses années. Il n'a pas d'autre choix que de s'attacher à eux. Il a un besoin radical de sa mère. Sans elle, il meurt. Et sa principale crainte, justement, de l'enfant, c'est d'être abandonné. Alors, pour ne pas risquer d'être abandonné, il va s'adapter à tout ce que font ses parents, que ce soit bien ou que ce soit mauvais. Alors, il est facile d'exiger d'un enfant ce que l'on veut de lui, sans lui demander son avis, sans égard pour ses besoins, sans même aucun égard pour son intérêt. Parce que, de toute façon, l'enfant aime ses parents, il leur fait confiance, il ne peut absolument pas se rendre compte que le parent le traite mal. Notre nature humaine est faite de telle sorte que nous sommes des êtres de relation. Le bébé nous le prouve à tous les instants. Le bébé a besoin d'être en relation permanente avec sa maman, ou quand je dis sa maman, en tout cas sa figure d'attachement. Sans quoi, eh bien, il peut devenir la proie de tous les dangers. Son petit organisme d'animal social sait qu'il a besoin d'être soutenu pendant des années.
Nous sommes dotés, dès notre naissance, d'un magnifique système émotionnel qui nous permet d'assurer notre survie. C'est-à-dire que dès les premières heures de notre vie, nous avons la capacité de ressentir des émotions comme la colère, la peur et l'angoisse de séparation. C'est énorme de pouvoir être doté de ça dès le départ. Parce que c'est grâce au déclenchement de ces émotions que nous pouvons nous protéger des prédateurs en appelant la présence de nos parents pour nous rassurer. Les nourrissons sont constamment assaillis par ces émotions, car leur cerveau cognitif n'est pas encore assez développé pour leur permettre de réfléchir, d'analyser la situation, de faire des déductions et encore moins de se calmer tout seul. C'est impossible pour un bébé de se calmer seul. Et quand je parle de déduction, si le bébé est dans la chambre, il entend maman qui fait du bruit ou il entend du bruit dans la cuisine ou ailleurs, il est incapable de se dire « Ah oui, mais là je pleure, je l'appelle, mais elle doit être en train de finir la vaisselle et elle viendra après. » Ça, c'est pas possible. Un bébé n'a pas la capacité de pouvoir faire ce genre de déduction. C'est seulement avec le temps et une attention parentale constante que l'enfant peut développer une maturité cérébrale qui lui permettra d'apaiser ces états d'alerte déclenchés par son cerveau. Alors, il est essentiel de répondre avec compréhension à ces états d'alerte, parce que ce sont nos réponses empathiques qui lui permettront de faire des crises d'angoisse ou de colère de moins en moins impressionnantes et de moins en moins fréquentes. Alors cela, je vous le dis, ça demande quelques années avant que cette maturité s'installe. Chaque fois que le bébé va sentir son parent trop loin de lui, il va appeler sa présence. Alors en général, il appelle en pleurant. Parce que le parent représente sa base de sécurité. La proximité de son parent lui permet d'apaiser son angoisse d'abandon. Chaque fois qu'il va sentir un mal-être, son système émotionnel se manifestera pour faire comprendre à son parent qu'il a besoin de sa présence, de sa chaleur. Peut-être il a tout simplement faim, il a besoin juste de communiquer, de vous savoir là. Et c'est quand seulement le parent a répondu à son état d'alarme qu'il va pouvoir se calmer, qu'il va pouvoir cesser de pleurer. En fait, pour qu'un enfant puisse se sentir en totale sécurité, en confiance avec ses parents et son entourage, il doit percevoir au plus profond de lui-même une présence rassurante et empathique à tous les instants des premières années de sa vie. Et c'est ainsi seulement que se construit la confiance en lui et la confiance en l'autre. L'immaturité de son cerveau ne lui permet pas d'agir autrement que par des pleurs, des cris et plus grands, par de véritables tempêtes émotionnelles, jusqu'à parfois des crises de colère, jusqu'à se rouler par terre. Cela dure les premières années de sa vie, le temps que son cerveau cognitif arrive à maturité, pour pouvoir raisonner, faire des déductions et analyser les situations. Ces crises ne sont donc pas des caprices, mais seulement le reflet de l'immaturité de son cerveau. Tant qu'il est dépendant de l'immaturité de son cerveau, il ne fait pas exprès de réclamer vos bras. Il ne le fait pas exprès non plus de s'enrager. Il n'est pas mauvais ou manipulateur. Il ne cherche pas non plus à vous faire tourner en bourrique. C'est tout simplement que son petit organisme ne peut pas agir autrement pour vous dire qu'il a besoin d'être rassuré par votre présence. Le tout petit enfant ne sait pas gérer seul son angoisse d'abandon.
Il a besoin de votre chaleur et de votre douceur pour l'apaiser. Malheureusement, à ce moment-là, les parents interprètent mal ces pleurs-là ou ces attitudes de leur enfant. Ils voient même dans l'enfant une volonté de vouloir leur nuire. J'entends des parents qui me disent « mais je vous assure, j'ai l'impression qu'il est né pour me casser les pieds ». Et je suis polie en disant ça. Mais il y a beaucoup de parents qui sont vraiment, qui voient dans l'enfant vraiment comme une usine à vouloir les détruire. C'est très fort des fois ce que disent les parents par rapport à leur enfant. Alors, à ce moment-là, que font les parents? Pour pouvoir corriger ce comportement chez les enfants, ils vont commencer à les taper ou à les négliger et à ne pas répondre à leurs pleurs. Ils vont les laisser pleurer. On entend encore beaucoup ça, de laisser pleurer les enfants, ça s'entend encore. Alors que tout ça, je le rappelle, n'est dû qu'à l'immaturité du cerveau. Beaucoup pensent encore que les fessées n'ont aucune conséquence sur le développement de la personne. L'important, c'est que les enfants soient éduqués et qu'ils filent droit. Ça, c'est très important pour la majorité d'entre nous. L'éducation par la fessée ou d'autres sanctions a de graves conséquences parce qu'elle n'éduque pas, mais elle crée des blocages émotionnels. L'enfant doit ravaler ses émotions et là, il va apprendre à faire dysfonctionner son système émotionnel qui était magnifique au départ. On va retrouver par la suite les conséquences de ces mauvais traitements par un cortège de maladies psychosomatiques, mais même plus tard, comme la constipation par exemple, les insomnies, les migraines, toutes sortes de douleurs comme le mal au dos, la fatigue chronique, la tension artérielle haute. Souvent, quand le médecin examine nos organes, ils sont normaux et on nous dit « mais c'est le stress ». Non, pas du tout, ce n'est pas rien. Ce sont des situations, les situations d'impuissance du passé où on a dû bloquer nos émotions qui se manifestent maintenant. Mais comme il y a un délai entre le moment où les événements se sont passés, en général c'est dans l'enfance, et le moment où le symptôme s'exprime, ça peut être à l'âge adulte, eh bien on ne fait pas le lien entre les causes et les conséquences. Les symptômes peuvent s'exprimer tout de suite après le traumatisme, ou quelques jours, voire semaines, des mois, ou des décennies après le traumatisme. L'abus sexuel, par exemple, peut provoquer chez l'enfant des traumatismes, ou des traumatismes évidemment, mais des douleurs abdominales. Mais si l'enfant ne peut pas dire ce qu'il a vécu, bien le médecin va souvent soigner la douleur en posant un diagnostic de stress. Sa douleur sera alors banalisée, ses symptômes pourront apparaître peut-être plus fréquemment, jusqu'à peut-être devenir une véritable maladie un jour. Son système émotionnel, qui est magnifiquement bien conçu au départ, peut très rapidement se bloquer quand on va lui interdire, par exemple, de pleurer, ou quand on va lui interdire de se mettre en colère, parce que c'est pas beau d'être en colère. Il peut aussi, bien sûr, bloquer ce système par toutes sortes de violences physiques, comme les fessées, mais aussi par les violences émotionnelles, comme lui hurler dessus, par exemple, se moquer de lui, l'humilier ou le punir. Toutes les fois où nous parlons à nos jeunes enfants de manière brusque et que nous les menaçons dans nos propos pour obtenir des choses de lui, eh bien, il n'enregistre pas consciemment ce qu'on lui dit comme des menaces. Mais il va enregistrer ce qu'on lui dit, il va les interpréter comme une relation. Et cette relation qui est faite de violence, doit être bonne puisque ce sont ses parents qui la lui offrent.
L'enfant ne peut pas s'imaginer que ses parents lui font du mal. D'une part, parce qu'on lui fait croire que c'est pour lui qu'on fait ça, c'est pour qu'il devienne une bonne personne, donc c'est pour son bien qu'on lui fait ça. Et d'autre part, parce que ça serait beaucoup trop douloureux pour l'enfant de voir que ses parents peuvent être un danger pour lui. Alors, il met en place ce mécanisme de survie qui le maintiendra dans le déni. C'est Muriel Salmona, qui est psychiatre spécialisée en psychotraumatologie, qui dit que le cerveau humain n'est absolument pas conçu pour supporter la violence. Notre nature est faite pour être dans des relations de respect et d'empathie, et encore plus, bien sûr, particulièrement quand on est un enfant. La violence a des conséquences graves. C'est une atteinte à l'intégrité physique et psychique des personnes. Les enfants sont encore plus en situation d'inégalité face à la violence, parce qu'ils ont un système neurologique immature qui les fait encore plus souffrir quand on les malmène. Et les conséquences sont encore plus importantes chez eux. Alors, comment ça se passe exactement ? Je vais prendre une situation de danger ordinaire. C'est-à-dire que, imaginons que je sois chez moi, installée confortablement dans le canapé et je lis un livre. Et tout à coup, j'entends un grand bruit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Mon cerveau, une partie de mon cerveau, va déclencher une alarme. Cette partie de cerveau s'appelle l'amygdale cérébrale. Et dans cette alarme, je vais sécréter des hormones qui s'appellent l'adrénaline et le cortisol. À quoi me servent ces hormones ? Ces hormones me servent à prendre la fuite, à me défendre, à contourner le danger s'il y a. Donc là, en l'occurrence, je suis dans le canapé, j'ai entendu le bruit. En général, je me précipite de mon canapé faisant mine de me lever. Et là, je me rends compte que c'est le chat qui a renversé un vase. À ce moment-là, je peux analyser la situation grâce à une autre partie de mon cerveau qui s'appelle le cerveau cognitif. Et grâce à cette analyse que je peux faire là, pour moi, il n'y a plus de danger. C'est dans mon cortex que je vais donc analyser cette situation. Il n'y a plus de danger et cette situation que je viens de vivre, je vais l'enregistrer encore dans une autre partie de mon cerveau qui s'appelle l'hippocampe, comme une situation autobiographique. Ça veut dire qu'une autre fois, quand je me retrouverai dans la même situation dans ma salle à manger et que je vais entendre un bruit, je vais bien sûr à nouveau me précipiter, mais j'ai déjà vécu ça. Donc ça sera peut-être un peu moins fort pour moi. La peur que j'aurais vécue à ce moment-là sera peut-être un peu moins forte parce que tout de suite je penserai au chat. C'est comme, je me souviens quand j'ai installé la première fois une chatière dans la maison. La première fois que j'ai entendu le chat passer là, j'ai bondi de mon canapé, je me demandais ce qui se passait. Et au fur et à mesure, les autres fois, j'avais un petit peu ah oui, c'est vrai, c'est la chatière, jusqu'au jour où maintenant, je n'ai plus peur du tout quand j'entends ce même bruit. Parce que ce bruit-là, je l'ai enregistré comme une situation autobiographique. Maintenant, prenons une situation de danger, de violence. Donc, de la même façon, imaginons un enfant qui se retrouve avec une main levée au-dessus de lui, une menace de le frapper. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? De la même manière, l'amygdale cérébrale va clignoter, c'est l'alarme qui se déclenche. De la même façon, il va sécréter des hormones, les mêmes, l'adrénaline et le cortisol. Mais l'analyse, là, par le cortex, ne peut pas se faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? L'analyse corticale est impossible de se faire. Pourquoi ? Parce que toutes les violences sont incohérentes. Elles entraînent un non-sens. Elles ne peuvent pas être décodées
par notre logique cérébrale. Le cerveau ne peut pas comprendre et déchiffrer ce qui se passe quand on vit une agression, qu'elle soit physique ou verbale d'ailleurs, cette agression. Donc je vais me retrouver là, mon cerveau ne peut absolument pas décortiquer ce qui est en train de se passer, analyser ce qui est en train de se passer, et là, c'est la sidération. Je suis sidérée, je suis figée, bloquée, paralysée. Le problème, c'est que mon alarme, là, l'adrénaline et le cortisol, montent en puissance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça, on l'a tous vécu. La peur est énorme. On a les battements du cœur qui s'accélèrent, la tension artérielle également, la respiration qui s'accélère aussi. Tout notre organisme se modifie à ce moment-là. Et ça peut être un véritable danger pour l'organisme. Et comme c'est un danger, à ce moment-là, il y a un mécanisme qui prend le relais, un mécanisme de sauvegarde, et heureusement qu'il existe, cela nous évite de faire des crises cardiaques. Et quand ce mécanisme se déclenche, on sécrète d'autres hormones, qui sont la morphine et la kétamine. Et c'est grâce à ces hormones-là qu'on va faire disjoncter le circuit émotionnel. À ce moment-là, l'amygdale cérébrale ne sécrètera plus d'adrénaline et de cortisol. C'est fini. S'il n'y a plus d'adrénaline et de cortisol, comme c'est la morphine qui a pris le relais, je vais me retrouver en situation d'anesthésie émotionnelle. Je suis déconnectée de mon corps. J'ai une sensation d'étrangeté. C'est comme si j'étais spectateur de ce qui est en train de m'arriver. À ce moment-là, c'est la dissociation. Il n'y a pas d'encodage du tout qui peut se faire au niveau de l'hippocampe. Je ne peux pas enregistrer donc cet événement comme une situation normale. Alors cet événement va rester piégé dans l'amygdale comme une bombe à retardement. Alors pour ceux qui disent oui, mais bon, il y a fessé et fessé aussi. Hein. Eh bien, le cerveau, sachez-le, ne fait aucune différence dès lors qu'il est agressé par une main levée. Une violence ou une menace reste toujours figée au niveau du cerveau émotionnel. Elle ne peut pas s'encoder. Je vous disais tout à l'heure, c'est impossible pour le cerveau, c'est totalement incohérent. Donc je ne peux pas l'encoder, ça ne peut pas se retraiter ou prendre une place quelque part dans le cerveau, ce genre de violence-là. Et de ce fait, cet événement violent pourra se présenter à nous à tous les instants de notre vie. Je m'explique. Admettons que dans un moment d'énervement, j'enferme mon enfant dans le garage, dans les WC, dans un placard, dans sa chambre, très, très violemment comme ça, même un bref instant, dans le but de le punir. Alors il va probablement hurler de peur, et en tout cas, ou de panique, mais en tout cas, même s'il ne hurle pas à ce moment-là, il sera en état de peur parce qu'il se sentira de toute façon sous l'emprise de la violence de son parent. Il est possible que ce souvenir-là, il ne s'en rappelle plus 6 mois après. Il est possible qu'il ne s'en rappelle plus jamais de sa vie. Dans tous les cas, cet événement-là sera resté piégé en lui. Et cet événement pourra réapparaître, même des années plus tard, sous la forme d'angoisse. Peut-être quand il devra monter dans un ascenseur, ou qu'il devra prendre l'avion, ou prendre, par exemple, un tunnel sur son itinéraire. Et c'est là que cette mémoire d'enfermement peut provoquer des malaises jusqu'à déclencher des crises de panique. De la même façon qu'un enfant qui est grondé pour faire ses devoirs ou qu'il vit dans une ambiance tendue à la maison, eh bien, quand la maîtresse va appeler cet enfant à son bureau pour réciter la leçon, il peut se retrouver totalement bloqué, paralysé.
et perdre tous ses moyens à l'idée rien que de devoir aller au tableau réciter la leçon, alors qu'il connaissait très bien la leçon la veille. Mais le seul fait que le ton de la maîtresse à ce moment-là, qu'elle aura utilisé, juste le ton de la maîtresse, peut réveiller la mémoire de l'ambiance dans laquelle il vit à la maison. Et cela, rien que cela, peut déclencher une crise de panique. Quand on a été menacé ou interdit de se défendre de ses parents, notre génération a beaucoup connu ça. Tu ne réponds pas à ta mère, tu ne réponds pas à ton père. Eh bien, cette mémoire peut nous surprendre à tous les moments de notre vie en restant dans la sidération à chaque fois que quelqu'un nous intimide. Ce sont ces moments où on nous dit quelque chose et on n'a pas su répondre et c'est qu'après qu'on s'en veut de dire « mince, si j'avais su, j'aurais dû dire ça » ou etc. La maltraitance d'un enfant ne se limite pas à l'abus sexuel ou à des claques et des fessées. J'inclus dans la maltraitance l'exploitation émotionnelle de l'enfant. Il existe des parents qui ne frappent jamais leur enfant, mais qui par ailleurs leur hurlent dessus avec une telle violence, une telle brutalité, que l'enfant en ressort aussi terrorisé que s'il avait reçu une avalanche de coups. Il existe aussi des parents qui souffrent de dépression et qui ont perdu du coup leur vitalité. Souvent, l'enfant se met inconsciemment à son service. En quelque sorte, il devient le parent de son propre parent. Ça aussi, c'est une forme de maltraitance. L'agresseur utilise la victime comme une sorte de fusible pour décharger sur elle tout ce qu'elle n'a jamais pu dire, enfant, pour se défendre des agressions de ses parents. En fait, on attend le moindre faux pas de nos propres enfants, de notre femme, de notre mari, de notre ami, pour décharger sur eux tout ce que l'on a accumulé jadis sans rien dire. La violence est en fait le résultat du refoulement d'une accumulation d'émotions et de sentiments d'impuissance. Dans une crise de violence, on peut devenir aussi méchant que nous avons eu peur d'être détruits par les agressions de nos parents quand nous étions enfants. Si on osait regarder comment on réagit quand on s'énerve avec nos enfants, on pourrait évaluer combien on a eu peur devant nos parents. Plus vous montez dans les tours, plus vous avez eu peur, plus vous avez eu des parents dangereux et menaçants pour vous. Mais ensuite, on va maquiller ça en amour. Oui, mais c'est justement parce que je t'aime que je fais comme ça avec toi. On va maquiller ça en nécessité d'éducation. Oui, mais tu verras, tu me remercieras plus tard de faire comme ça avec toi. Ou on va maquiller ça en nécessité de sécurité. Oui, mais c'est pour t'empêcher de faire des conneries plus tard que je fais comme ça avec toi. Ou encore, on va maquiller ça en nécessité de soins. C'est justement pour t'éviter le pire plus tard que je fais comme ça avec toi. Et c'est ce même maquillage qui permet à bon nombre de personnes de prôner l'éducation à la baguette. C'est pourquoi elles peuvent se glorifier en disant « Moi, j'en ai reçu des coups de pied au cul et des baffes dans ma vie. Je ne suis pas traumatisée pour autant et je me considère même plutôt bien dans ma vie. » En disant ça, ces personnes-là transforment les mensonges et les mauvais coups de leurs parents en idéalisation. Et à côté de ça, quand il faut réclamer une augmentation chez le patron, ces personnes-là, elles n'osent pas, elles ne le font pas, elles en sont incapables parce qu'elles craignent le refus de l'autorité, ce qui prouve qu'elles ne sont pas si bien que ça dans leur peau. Nous sommes programmés pour vivre en relation avec les autres. Et pour cela, nous possédons des comportements qui sont innés à la base. Je vais en parler de 3 mois. En commençant par le comportement d'attachement. Un bébé seul, ça n'existe pas. Tous les bébés sont biologiquement programmés
pour rechercher la proximité d'une personne adulte autour d'eux dès qu'ils sont en situation de détresse pour se rassurer. Et ça, tout au long de la vie. Prenons notre exemple pour nous-mêmes. Quand nous vivons une situation douloureuse ou quelque chose qu'on a vécu avec notre patron, avec notre mari, avec nos enfants, etc., nous allons chercher une figure d'attachement dans notre répertoire à qui on va pouvoir se confier, s'épancher sur ce qu'on a vécu. Et puis peut-être qu'un jour vous aurez envie de sortir, d'aller au cinéma ou d'aller au restaurant, vous allez choisir encore une autre personne d'attachement avec qui vous vous sentirez bien pour partager ce genre d'événement avec elle. En fait, on se rend compte que la plupart d'entre nous avons plusieurs figures d'attachement comme ça. Pour développer un comportement social et émotionnel normal, le jeune enfant a besoin d'une relation d'attachement saine, cohérente et continue avec au moins une personne. Les enfants utilisent les figures d'attachement comme une base de sécurité. En général, c'est la mère, mais ça peut être bien sûr le père ou le parent nourricier. C'est Nicole Guédenet, qui est pédopsychiatre, qui a fait des travaux remarquables sur l'attachement et qui compare cette relation d'attachement à un porte-avions. C'est-à-dire que le porte-avions, en fait, est représenté par la maman et l'avion, c'est l'enfant. L'enfant va pouvoir s'éloigner de son porte-avions, tout petit déjà, dès qu'il va commencer à marcher à quatre pattes, et il va commencer un peu à s'éloigner de maman. Et là, vous allez voir que quand il va passer devant un meuble et qu'il ne voit plus maman, tout de suite, il va se retourner pour essayer de retrouver sa figure d'attachement, sa base de sécurité, son porte-avions. Et à ce moment-là, dès qu'il a retrouvé son porte-avions, la sécurité revient, elle est là. Si on a répondu au bébé avec compréhension et empathie, on va développer chez lui la certitude de la confiance en l'autre en cas de problème. Alors, c'est vrai que nous restons longtemps un porte-avions parce que souvent les ados ont besoin de nous en situation d'urgence, c'est plus en situation d'urgence. Mais les tout petits enfants, eux, le porte-avions, ils en ont besoin tout le temps. Ils ont besoin que le porte-avions soit toujours libre, en cas d'urgence ou pas. Le petit enfant, lui, il a besoin d'aller voir maman, même si ce n'est pas urgent. L'ado, lui, c'est plus en situation d'urgence. Mais on se rend compte qu'on reste longtemps quand même un porte-avions. Ça va être la qualité de ce lien d'attachement qui va déterminer l'estime de soi. Autant quand je suis dans la réussite que dans l'échec. Nous ne sommes pas très nombreux à garder l'estime de soi quand nous sommes en situation d'échec. On a plus tendance à se dévaloriser et même à se laisser tomber. Oh, mais de toute façon, ça ne sert à rien, je sais que j'y arriverai jamais, ce n'est pas la peine, et puis de toute façon, je suis trop nulle, etc., etc. Le comportement d'attachement joue un rôle décisif sur notre perception de la relation à l'autre. Si j'ai manqué de réponse, eh bien, je risque plus tard d'être dans l'incertitude, le doute avec les autres. C'est pourquoi il y a des personnes qui vont passer leur vie à se débrouiller seules, parce qu'elles pensent qu'elles ne peuvent compter sur personne, que sur elles. Ou qui vont jamais n'oser rien demander à personne, ou encore qui ont peur de compter sur les autres parce qu'elles savent que les autres, ce sont des personnes imprévisibles et souvent décevantes. Ou alors c'est l'effet contraire. Il y a des personnes qui vont se sentir tellement dans le besoin des autres qu'elles vont se mettre au service de tout le monde, même quand les autres ne demandent rien. Malgré le fait même que souvent, elles n'ont pas envie de rendre service, mais ils le font quand même pour être gentils, pour acheter de l'amour aux autres. Ces traitements, les mauvais traitements, perturbent aussi le comportement de sauvegarde. Le comportement de sauvegarde, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. C'est celui qui pousse l'animal à s'immobiliser, à se défendre ou à prendre la fuite en cas de danger. Eh bien, pour nous, les humains,
C'est pareil. Quand je suis en danger, les fameuses hormones adrénaline et cortisol, qui sont réactives au stress, elles me permettent de préparer mon organisme à me défendre, à prendre la fuite ou à contourner le danger. Or, quelle est la situation de l'enfant frappé par ses parents? Il ne peut ni prendre la fuite, ni se défendre. Alors, à ce moment-là, les hormones du stress, qui sont normalement destinées à pouvoir prendre la fuite ou se défendre, eh bien, elles vont attaquer l'organisme parce qu'elles ne peuvent pas jouer leur rôle normal. Le stress déclenché par les coups ou la peur des coups attaque l'organisme. Les mauvais traitements vont aussi perturber un autre comportement qui est le comportement d'imitation, c'est-à-dire que le comportement d'imitation, il apparaît chez l'enfant dès les premiers instants de sa vie. Et c'est depuis quelques années seulement que l'on sait que notre cerveau comporte des neurones miroirs à cause du rôle qu'il joue. Lorsque nous observons un comportement quelconque, nous voulons adopter le même comportement. Vous avez, je pense, tous fait ça en se penchant au-dessus d'un bébé, en mimant le poisson qui bâille. Eh bien, le bébé va vous imiter. Il va lui aussi essayer d'ouvrir la bouche. Quand un enfant voit son parent frapper, eh bien, ses neurones s'activent exactement de la même façon, comme si c'était lui qui frappait. Dans la façon de jouer à la poupée, au docteur ou à d'autres jeux de rôle, les enfants imitent souvent ce qu'ils voient ou ce qu'ils subissent. Alors, frapper un enfant, c'est d'abord lui apprendre à frapper. C'est ouvrir dans son cerveau le chemin de la violence. En plus, il y a une très grande contradiction entre ce que son cerveau apprend dans le comportement qu'il voit et le discours du parent qui peut être très différent. Il n'est pas rare de voir un parent qui dit à son enfant « Arrête de taper ton frère tout en le battant ». C'est-à-dire qu'on va demander à l'enfant d'être respectueux et d'être non violent tout en le brutalisant. Eh bien, il est évident qu'en agissant ainsi, on lui apprend la violence. Quand on néglige un enfant, qu'on le malmène ou qu'on le frappe, on agit sur tous ces comportements que j'ai cités, le comportement d'attachement, le comportement de sauvegarde, le comportement d'imitation. Et ce sont ces comportements-là qui sont censés justement le guider dans sa vie et même qui vont lui permettre de sauver sa vie. Et au lieu de ça, eh bien, on pervertit sa nature. Quand l'enfant est forcé de réprimer ce qu'il ressent, on lui apprend à ignorer ses propres sentiments. Il s'installe alors en lui une grande confusion dans ce qu'il ressent vraiment. Il perd toute sa réceptivité aux signaux d'alerte. Il perd ce qui est censé le guider dans sa vie, c'est-à-dire qu'il perd sa boussole. C'est pourquoi une petite fille, par exemple, peut suivre le voisin qui lui propose des bonbons, même si elle a un peu peur d'y aller. Si dès le début, elle a appris que ses sentiments n'avaient aucune importance et qu'il fallait obéir aux adultes, eh bien, même si elle ressentait intérieurement une résistance à suivre le voisin, elle va le suivre. Alors, voyez, pervertir la nature des bébés, eh bien, ça peut avoir des conséquences graves. Ça n'a pas forcément de répercussions tout de suite. Le petit enfant peut être très sage pendant des années. Il y a des enfants comme ça qui sont vraiment adorables. Mais sages, dans le sens où les gens l'entendent. C'est-à-dire, quand ils parlent de sagesse, les gens, ils parlent souvent d'obéissance, qui se plie à la discipline quelque part. Quand on dit « Oh, mais il est bien sage, votre enfant », ça veut dire qu'il est bien obéissant. Mais un bébé ou un enfant qui est trop sage, c'est un enfant ou un bébé qui n'est pas en bonne santé psychique. Ça n'existe pas des enfants sages. À l'inverse,
cet enfant peut devenir un enfant hyperactif, hypersensible, développer des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, des maux de ventre, des angines à répétition, des otites, des difficultés scolaires. Mais cela peut aussi se manifester plus tard dans la vie de l'adolescent, dans des comportements de délinquance ou de criminalité. Ou à l'inverse aussi, pour les adolescents, dans des comportements de soumission ou de mal-être, de la dépression, des envies suicidaires. Mais ces comportements-là peuvent aussi agir encore plus tard chez l'adulte. C'est adulte que l'enfant maltraité jadis commencera à en souffrir ou à en faire souffrir les autres. Le problème de la maltraitance ne s'arrête pas dans la famille. Il concerne toute la société. Parce que les victimes de cette dynamique de violence se transforment plus tard en individus totalement perturbés, voire en criminels qui se vengent sur des plus faibles ou sur des innocents. De toute évidence, les enfants maltraités peuvent traiter les autres comme ils l'ont été eux-mêmes. Et leur dureté n'est que le reflet de ce qu'ils ont enduré quand ils n'ont pas pu se défendre des critiques, des menaces et des punitions qu'on leur faisait subir. Mais aussi, les enfants maltraités peuvent devenir des adultes soumis, qui n'osent pas s'exprimer, qui n'osent pas s'engager ou prendre des décisions dans leur vie d'adulte, tellement ils restent bloqués dans la peur de mal faire, la peur de mal dire, comme le reprochaient jadis leurs parents. Par conséquent, ils vont vivre dans la dépendance de l'autre en pensant que l'autre, il sait mieux que lui. Bloqués dans cette peur, ces gens-là peuvent tout accepter de l'autre, les humiliations et les mauvais coups. Et souvent, ces gens-là se contentent aussi de relations médiocres. Il n'est pas rare d'entendre que le personnel de crèche, de maisons de retraite, le personnel hospitalier, les instituteurs, les éducateurs ou professeurs abusent de leur pouvoir pour maltraiter les personnes dont ils sont responsables. C'est même médiatisé à la télé, ce n'est pas moi qui le dis. L'émission 7 à 8 du 1er avril de cette année montrait un reportage sur une nourrice qui maltraitait un petit garçon d'à peine 2 ans. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Un petit garçon, bien sûr, dont elle avait la charge. Elle lui imposait de se taire en le ligotant dans son lit. Elle le bâillonnait et puis elle lui donnait des claques. À son insu, cette nourrice a été filmée dans la maison où elle était censée s'occuper de l'enfant. Elle a justifié son comportement en disant qu'elle voyait les autres parents au parc ou dans la rue donner des claques ou des fessées sans penser que c'était de la maltraitance et qu'elle ne savait pas finalement où placer le curseur sur l'échelle de la violence. C'est en fait ça le problème de la violence, parce qu'elle rend possible toutes les autres formes de violence. Mais en plus de ce que disait cette femme, je pense qu'elle ne semblait pas encore savoir qu'elle venait de reproduire un comportement qu'elle avait certainement stocké jadis elle-même dans sa propre mémoire. Les effets des mauvais traitements perturbent également nos comportements relationnels. Beaucoup de personnes souffrent dans leur relation aux autres parce qu'elles n'osent pas jamais être celles qu'elles sont vraiment au fond d'elles-mêmes. Elles sont vite sidérées quand elles sont surprises par des mauvaises réflexions ou des agressions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est après coup qu'elles s'en veulent de ne pas avoir su réagir comme elles auraient voulu le faire. Les mauvais traitements, l'absence de liens empathiques fabriquent de véritables handicaps relationnels qui nous empêchent de nous défendre dignement quand il faut le faire, qui nous empêchent de garder notre sang-froid
provoquer des querelles ou qui nous empêchent de nous exprimer aussi avec affection et attention envers les autres. Il y a beaucoup de parents encore qui n'osent pas dire « je t'aime » à leur enfant. C'est pourquoi la manière de répondre aux pleurs d'un bébé, à ses états d'alerte, sa manière de le bercer, d'écouter un enfant, de jouer avec lui, de le consoler, de le considérer et même de le réprimander, est d'une importance capitale, car ça va conditionner son épanouissement durant tout le reste de sa vie. Si son parent est réceptif à ses émotions, dès son plus jeune âge, alors plus tard, il saura bien gérer son stress, il saura dominer sa colère, il saura se montrer bon et compatissant avec les autres, nouer des relations épanouissantes. Il aura la volonté de réaliser ses rêves et encore même de réaliser ses ambitions. Il ne se perdra pas dans des relations amoureuses toxiques. L'éducation donnée à un enfant a un impact majeur sur la façon dont va être influencée sa vie affective à long terme. Alors je vous rassure, je sais autant que vous qu'il est impossible d'avoir cette écoute, cette disponibilité, cette patience 24 heures sur 24, même si nos bébés et nos enfants en ont besoin. Mais il n'y a pas plus épuisant que les états d'alerte, que les alertes émotionnelles de nos bébés. Mais le simple fait de savoir comment fonctionnent les bébés et les jeunes enfants nous permet déjà de passer le relais quand on sent qu'on va craquer à d'autres figures d'attachement, quand on est épuisé, plutôt que de prendre le risque de s'énerver. Et surtout, quand on sait que nos énervements et nos brusqueries peuvent troubler le psychisme de nos enfants, eh bien, cela nous permet de réparer quand on est passé à l'acte. Quand on sait que ce qu'on a fait, ça peut avoir des conséquences sur lui, au moins on est déjà dans un élan avec l'enfant de vouloir réparer ça. Un enfant qui vit dans un climat dépourvu d'affection ou un univers brutal va s'adapter à son environnement. Et pour pouvoir s'y adapter, eh bien, il va modifier son système cérébral en développant des conduites d'évitement, comme par exemple en devenant hyper vigilant, contrôlant, ou en développant une agressivité exacerbée, ou même en manifestant des réactions de peur. Il y a des enfants, s'approchent d'eux, ils ont tout de suite des réflexes comme ça. Alors souvent, ce sont des enfants qui ne restent pas en place, c'est très pénible, et que l'on catalogue souvent d'hyperactifs, ou au contraire, ça peut être des enfants qui ont peur de tout et qui vivent dans leur monde. Muriel Salmona, dont je vous parlais tout à l'heure, dit que toutes les violences sont un non-sens. C'est pourquoi elles sont toutes considérées comme graves. Mais ce qui aggrave les choses, c'est le déni autour de la violence, l'indifférence totale, le déni des émotions de celui ou de celle qui vient de vivre une agression. Alors déjà, la victime d'agression est dans un véritable chaos émotionnel, mais on y en rajoute une couche, on minimise ce qui lui est arrivé. C'est déjà arrivé qu'un petit enfant va se plaindre à un adulte, « Maman m'a donné une claque. » Oui, mais tu sais, si elle t'a donné une claque, c'est que tu as dû faire une bêtise. C'est pourquoi elle t'a frappé, ta maman. Mais le pire, c'est que l'on dit la même chose à des personnes qui ont vécu des abus sexuels. Oui, mais de toute façon, il ne t'a pas violé quand il s'agit que d'attouchement. Ou il ne t'a pas tué quand il s'agit de viol. C'est ça qui est le plus grave. Tous les enfants à problème expriment l'histoire de leur angoisse, l'histoire de ceux qui les a blessés. Et parfois même très tôt dans leur vie, entre 0 et 4 ans,
lorsque leur cerveau était en train de se former. Alors ils ne peuvent pas s'en souvenir. Ils sont là, ils sont perturbés, mais ils ne savent pas pourquoi. La plupart du temps, cette histoire-là reste refoulée, parce qu'il est rare de savoir ce qu'on a vécu les premières années de notre vie. Très peu d'entre vous se souviennent de ce qu'elles ont vécu entre 0 et 3 ans, même souvent au-delà. Et même l'enfant lui-même, il ne sait pas pourquoi il agit mal. Il ne sait pas ce qui l'angoisse. Il ne peut pas répondre à cette question. Alors, le premier pas à faire en tant qu'adulte conscient, eh bien, c'est de voir dans le comportement de l'enfant que l'enfant exprime une souffrance. Une souffrance dans son comportement anormal. Et ne pas avoir peur de chercher ce qui se passe ou ce qui s'est passé avec cet enfant, même tout petit. Et c'est ce qui pourrait expliquer l'agressivité ou la soumission de l'enfant. Pour qu'il ne développe plus tard ni dépression ni trouble de l'alimentation, pour qu'il ne tombe pas non plus dans la drogue ou dans d'autres dérives, il a besoin d'avoir accès à son histoire. Alice Miller dit que les parents devraient trouver le courage d'avouer leur faute à l'enfant. Cela changerait complètement la situation. Dans un véritable dialogue, on pourrait dire par exemple, nous t'avons battu quand tu étais encore petit, parce que nous aussi, on a été éduqués de cette façon-là, et que nous pensions que c'était ça qu'il fallait faire. Mais maintenant, là, nous savons que nous n'aurions jamais dû nous autoriser à faire ça. Et nous sommes désolés de l'humiliation que nous t'avons fait subir et des douleurs que nous t'avons infligées. Nous ne recommencerons pas. Nous te demandons de nous rappeler cette promesse, si toutefois tu devais juger que nous risquons de l'oublier. Si vous dites à votre enfant « je ne ferai jamais plus », attention à ce que vous dites. Il est préférable de dire « je me rends compte que j'ai cette difficulté-là, que dès que je m'énerve avec toi, j'ai envie de lever ma main, mais surtout si tu me vois faire ça, dis-moi « stop maman, j'ai peur, arrête là, tu m'avais dit que tu ne referais plus ». Vraiment invitez votre enfant, parce que vous savez, perdre l'automatisme de lever la main, ça prend du temps, parce qu'on a été éduqué comme ça. N'oubliez pas les neurones miroirs. Alors la main se lève automatiquement. Mais vraiment, invitez vos enfants à vous protéger de votre main. Dites-leur de partir ou dites-leur stop, arrête. De vous dire stop, arrête. Ces informations ne sont pas pour l'enfant une grande révélation, ne vous imaginez pas, car son corps sait déjà depuis longtemps ce que vous avez fait. Mais l'honnêteté des parents, qui aura sans doute un effet libérateur et durable chez l'enfant. Et comme l'enfant apprend des attitudes de ses parents et pas des paroles, il n'y a que des effets positifs à attendre d'un tel aveu. D'abord, les blessures cachées peuvent enfin guérir parce qu'elles ne resteront pas piégées dans l'inconscient. Mais d'autre part, quand les enfants informés deviendront à leur tour des parents, eh bien, ils ne courront pas le risque de reproduire le comportement parfois très brutal ou pervers de leurs parents. Parce que les blessures, ce sont les blessures refoulées qui provoquent la répétition. Certains parents se moqueront bien sûr de cette idée et diront même que les enfants chercheront certainement à exploiter à ce moment-là la gentillesse du parent, tellement les enfants sont manipulateurs. Cette réaction est compréhensible parce que la plupart des parents ont peur d'avouer une faute. Rappelons-nous les menaces qui pesaient sur nos têtes autrefois quand nous faisions une faute, je vous l'ai dit en début de conférence. Mais je pense que malgré cette peur, il y a aussi beaucoup de parents qui aimeraient bien renoncer à ce rapport de force
et de pouvoir même envers leurs enfants, avoir cette volonté de les aider et de s'aider soi-même. Et jusqu'alors, ils ne savaient pas comment faire, car ils éprouvaient de la crainte à l'idée de s'ouvrir sincèrement à eux. Un enfant à qui l'on dit la vérité peut développer ses potentialités. Il n'est pas question d'excuses de la part des parents. Je n'ai pas parlé d'excuses tout à l'heure. Si les parents s'excusent, les enfants peuvent avoir le sentiment que l'on attend d'eux un pardon pour nous décharger, de nous libérer de notre culpabilité. Ce serait trop demandé à l'enfant. Il ne s'agit pas d'excuses à ce moment-là. Quand l'enfant remarque que le parent s'intéresse à ce qu'il ressent lorsqu'il est frappé, lorsqu'il est puni ou humilié, il vit un grand moment de soulagement en lien avec une sensation de justice avec son parent. Il s'agit de construire une relation nouvelle, fondée sur la confiance mutuelle, retrouver un lien de proximité qui jusqu'alors était empêché par la peur des coups, les punitions, les humiliations. Il est donc absolument nécessaire de respecter les besoins émotionnels des bébés et des jeunes enfants pour qu'ils puissent se construire et se développer en toute confiance et en toute sécurité. Je suis très reconnaissante aux manifestations et aux organisations comme celle de votre association, le collectif d'être parents aujourd'hui, parce que cela peut nous permettre de prendre conscience que l'éducation à la main levée génère des adultes violents ou en tout cas mal dans leur peau, et qu'il faut sortir de ce silence pour que les enfants de demain puissent avoir l'espoir de vivre un jour dans un monde conscient que ces traitements ont de graves répercussions et qu'ils sont à bannir définitivement dans notre éducation. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à là.